Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous. I'm going to speak in English as I prepare the presentation in English. And as you could imagine, we are Et tel que vous l'imaginez, nous sommes maintenant dans un moment très difficile où le monde fait face à un changement incroyable, un changement sans fin qui reflète un moment complètement différent pour nous tous. Je pense qu'il est important pour nous de parler principalement de la tendance de croissance durant les dernières années, et nous avons en fait stabilisé environ 2,3% de croissance, et ceci a été mis en place peu importe le type de choc dont vous êtes conscient. Nous l'avons eu d'ailleurs en 2009 ou en 2008, on a eu la crise financière. Les guerres, mais nous avons aussi beaucoup plus d'impact par rapport aux changements qui sont en train de se passer en Chine, parce que la demande et sa contribution dans la croissance est significative. Nous avons également d'autres caractéristiques que vous connaissez et qui ont contribué au fait de se dire que les choses ne se passent pas bien, mais en gros, la croissance a été plutôt stable. Ce qui est fascinant, ceci étant dit, c'est de comprendre quelle a été la contribution de l'Afrique dans ce schéma de croissance. Et malgré le fait que les économies émergentes ont beaucoup plus contribué que l'économie à gros revenus ou revenus plus élevés, mais la plupart vient de l'Asie en termes de pourcentage et non de valeur, c'est que l'Afrique est en train de se rapprocher du schéma asiatique, et elle va peut-être surpasser la croissance totale de l'Asie. C'est quelque chose que nous ne soulignons pas assez, nous n'en parlons pas assez. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai voulu vous démontrer que cela vient de parties différentes du continent et que c'est un schéma qui est plus ou moins partagé à travers le continent. Mais cette croissance de 1,4% sera consolidée en 2025. Et là, on pourra dire que 10 des 20 économies les plus connaissant la croissance la plus accélérée seront en Afrique. Évidemment, les gens vont dire quel est le revers de la médaille. Il y aura une pression énorme sur la dette, et la dette crée d'énormes problèmes, sans mentionner ce qu'on a déjà mentionné lors des précédents panels. Mais en tout cas, ce qui me fascine, c'est que malgré les chocs, cela n'a pas été vraiment significatif, en tout cas pas comme nous l'attendions. 50% du ratio du PIB. Ceci étant dit, la pression sur ce service-là, le service de dette, sera plus importante, et ensemble avec d'autres tendances macro, qui est l'inflation, vont créer des problèmes énormes pour les plus pauvres. Et donc les pays devront choisir entre l'investissement dans différents processus transformatifs et répondre aux besoins sociaux qui seront en pleine augmentation à cause des crises. Je dirais que cette résilience africaine n'est pas vraiment capturée par les acteurs internationaux. Si vous voyez le coût capital, et ça a été encore une fois mentionné lors des panels précédents, vous allez voir que l'Afrique paie un coût très cher. Et cette situation continuera. Et quand vous voyez quel est le taux par défaut, je parle du vrai taux, pas l'imaginaire, et ceux qui sont vraiment pris en compte, où l'Afrique a le taux par défaut le plus bas. Et donc, on devrait être compensé d'une certaine façon pour ce comportement. Et c'est précisément parce que les projets en Afrique sont importants en termes de valeur, mais ils sont également le sujet de tellement de mesures de précaution. Le traitement de ces projets à grande infrastructure est tellement complexe que ça prend beaucoup de temps, mais également, la bonne nouvelle,
c'est que la compensation est plus basse. Et on a aussi parlé de potentiel. Lorsque vous voyez toutes les transitions qui dépendront du climat et que vous essayez de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur des énergies renouvelables en termes d'investissement globalement, juste le continent africain uniquement, pour voir comment est-ce que l'Afrique a été diminuée en termes de potentiel, vous allez voir que ce qui va venir sera vraiment pas très significatif. Et pas en relation avec la réalité, puisque la réalité, c'est que les allocations totales pour le climat seront probablement passeront à un certain phase, mais lorsque on entend les gens parler de réforme de système financier et que nous allons augmenter, accroître les allocations, une démonstration de bonne volonté par rapport aux pays africains, mais je voudrais réitérer que tout cela sera très pauvre en termes de répondre aux besoins et médiocre en termes de processus, parce que la plupart de cet argent, comme vous pouvez le voir dans les différentes données, va aller vers l'effort d'atténuation plutôt que l'adaptation qui est notre difficulté numéro 1 en relation avec le climat et celui dans lequel nous devrions contribuer en termes de transition dont nous avons besoin. Donc, si vous voyez comment nous définissons une trajectoire autonome, robuste, un parcours autonome, robuste, nous pouvons voir les flux, les différents flux, d'où est-ce que ces flux viennent en termes de situation actuelle et où est-ce qu'il y a la possibilité d'accroître, d'améliorer. Je pense qu'aujourd'hui, on parle souvent dans les médias de ça. Tesla, par exemple, a une évaluation de 1,2 trillion et avait un déficit en 2007. En 2020, entre 2007 et 2020, ce déficit s'est accumulé année après année, mais il n'a pas fait peur aux investisseurs. Pourquoi? Parce qu'il regardait le potentiel, il cherchait les possibilités, mais également comment ces différents types de sociétés ont un système interne de protection pour leurs difficultés. Et c'est un très bon exemple pour l'Afrique, parce qu'on doit voir le potentiel de l'Afrique en comparaison avec celui de Tesla. On parle de nombre, on parle pas de taille, mais vous devez imaginez la discussion aujourd'hui plutôt sur Tesla. Est-ce qu'il doit avoir des trillions et des trillions par an, Elon Musk. Et nous, on veut capitaliser sur ce potentiel qui est encore plus bas que juste le salaire annuel d'Elon Musk. Je pense que ces fonds de trillions de dollars qui existent dans notre fonds, ou même la capitalisation du marché dans la bourse, par exemple, de Johannesburg, qui est de 2,3 trillions, c'est là où on doit nous orienter. L'argent, les fonds africains ne sont pas vraiment exploités dans leur dimension requise. Je pense que le bon exemple vient de la diaspora qui a augmenté ses transactions ou ses virements en termes d'aide et en termes d'envoi d'argent. On doit aussi voir comment est-ce que ces banques de développement multilatérales vont jouer un rôle encore plus crucial que celui qu'ils jouent déjà, parce que lorsque nous voyons leur capitalisation, elle représente 1% uniquement des banques de développement multilatérales du monde. Et donc, les Africains ont une part très, très restreinte du total. Il faut aussi améliorer la possibilité de la souveraineté par rapport aux devises, parce que ça crée une protection, mais ça augmente également le rôle du secteur bancaire, qui est extrêmement important. Donc, la plupart de l'argent que nous voyons entrer aura un effet protectionniste ou protecteur
et qui sera redistribué à travers nos banques africaines qui pourront, par exemple, donner des crédits souverains. On voit aussi les obligations vertes. Green bonds have been so far really. Les obligations vertes, elles ne sont pas importantes aujourd'hui en Afrique, mais ça a été utilisé surtout pour une compensation pour que d'autres continuent à punir, si vous voulez, la planète. Si vous voulez que les obligations vertes marchent en Afrique, ça ne devrait pas être juste par rapport à l'investissement dans les zones protégées, mais se concentrer sur les dimensions beaucoup plus stratégiques que je vais mentionner dans quelques temps. Il faut aussi voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'inclusion financière, comme ça a été déjà mentionné. Donc, quel serait l'appel à l'action juste avant qu'on puisse parler de cette partie-là? Il faudrait peut-être s'arrêter, essayer de comprendre que la discussion sur le climat sera non seulement un passage, une réflexion, mais elle sera centrale. Parce que nous sommes en train de démanteler le système économique actuel pour introduire de nouvelles formes de propriété intellectuelle qui va inclure plusieurs systèmes grâce à l'intelligence artificielle, inclure de nouvelles formes de logistique et l'impact climatique. Comment est-ce que nous sommes en train de gérer la crise climatique aujourd'hui en Afrique? Nous sommes en train de faire de l'atténuation et vous l'avez entendu, nous ne contribuons pas à plus de 4% du problème climatique, mais nous continuons à gérer l'atténuation comme si c'était nous qui avions provoqué cette crise climatique. Donc nous devons nous assurer pour cet appel d'action d'avoir différents types de propriétés. Maintenant, pour conclure, je pense qu'on doit réaliser que le temps des aides et de la centralité de l'aide et du crédit concessionnel arrive à sa fin. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout de suite ou ça va s'arrêter, mais en tout cas, ça aura beaucoup moins d'importance. Aujourd'hui, déjà, c'est encore moins important que ça ne l'était il y a de cela 20 ans. Donc, on a une trajectoire où l'aide et le crédit concessionnel va diminuer en relation avec la taille du PIB africain. Ensuite, nous devons étendre, élargir les mécanismes innovants que nous avons introduits en termes d'échange de dettes. On devrait les concentrer dans la transformation et l'industrialisation verte de l'Afrique. J'ai été très touchée par une étude qui a été menée par la Banque de développement africaine qui stipule que il n'y a pas uniquement le potentiel de l'industrialisation en Afrique, mais elle a parlé de tous les éléments que nous avons en termes d'actifs qui ne sont pas à proprement valorisés et qu'on devrait les revaloriser dans notre combat et dans ce type de transformation. Évidemment, l'industrialisation ne peut arriver que quand nous avons une cohérence politique et une innovation. On l'a vu dans plusieurs pays africains qui sont intéressés par différents types d'initiatives et je suis convaincue que c'est la façon de faire dans le futur. Il faut qu'on ait une représentation. Ici, nous mentionnons l'institution Bretton Woods pour plusieurs raisons, mais je pense qu'il est également très important de garder à l'esprit que le banque du règlement de conflits international est également importante. Elle peut contribuer à des réglementations plus robustes et créer des risques et des difficultés, de nouvelles entrées qui provoquent la désertification ou le fait que des banques quittent le continent africain. Évidemment, il faut faire le plaidoyer de réallouer les SDR. On parle ici de 50 milliards, mais il faut garder à l'esprit que ces montants-là ne seront pas importants en corrélation avec les besoins, mais ils peuvent être significatifs s'ils sont utilisés pour booster le système bancaire africain. Et c'est là où on devrait mettre l'accent. Enfin, nous avons besoin de plus de collaboration régionale, de nouvelles réformes
qui vont impacter le comportement des agences de crédit. La notation est aujourd'hui à utiliser pour tous les pays et je pense qu'on a besoin de changer cela. On a besoin d'action qui va changer la perception du continent et merci. Thank you so much. Merci infiniment. Carlos Lopez. Nous vous retrouvons ici avec mon cher acolyte. Merci d'être resté et de profiter de la présence de tous ces spécialistes et experts de la finance. C'est ça, et comme vous le disiez maintenant, le futur, c'est maintenant. Et on vous laisse poursuivre les échanges dans les zones dédiées en sortant à votre droite. Nous vous invitons à utiliser l'application AFIS disponible sur Apple Store également. Excellente rencontre à toutes et à tous. Merci beaucoup et à bientôt.